Bonjour Finlay et bonjour à tous. Je voudrais en ce dimanche matin vous poser une question que vous trouverez peut-être incongrue et à laquelle j'imagine déjà la réponse. Vous êtes-vous émerveillé ce matin d'avoir pris votre douche et fait votre thé ou café avec le courant à la portée de la main qu'en tournant tout simplement la poignée du robinet? Je suis certain que vous ne vous en êtes même pas rendu compte. L'approvisionnement domestique en eau potable est ce qu'il y a de plus banal de nos jours, même s'il est sujet aux coupures journalières et régulières. Avoir de l'eau chez soi n'a rien d'extraordinaire. Pourtant, chers amis, pour un quart de la population mondiale, l'eau se cherche aux puits, à rivières et aux fontaines. Et ce sont les femmes qui assurent cette corvée la plupart du temps, et personne ne s'en émeut outre mesure. L'eau est une précieuse et vitale ressource qui nous arrive de temps gaspillé, qui nous arrive de temps ignoré, qui nous arrive de temps pollué, tout simplement parce qu'elle est peu chère, parce qu'elle est accessible et parce qu'elle est à la portée de la main. L'eau, c'est comme ces grands hommes qui ont contribué à forger notre destin, ces hommes qui ont irrigué les terres arides de l'exclusion et de la discrimination pour que puissent y pousser toutes les plantes, indépendamment de leur provenance, indépendamment du fruit qu'ils produisent. Et Guy Rosemont est l'un de ces hommes-là. Guy Rosemont est né le 15 novembre 1915, au temps où seule une poignée de privilégiés disposaient de l'eau courante à la maison. Pour le reste de la population, 60 à 70 fontaines publiques étaient mises à leur disposition. Ce sont les femmes qui, pour la plupart, encore une fois, allaient chercher l'eau à la fontaine ou à la rivière, de préférence aux petites heures du matin. À cette époque-là, le pays ne disposait que d'un seul réservoir, Marovaquois. Cette réserve d'eau, construite en 1895, est la seule du pays, mais aussi la plus grande. Elle approvisionne jusqu'aujourd'hui les plaines Williams, une région plutôt habitée par les privilégiés dans le temps. Je ne sais si les Rosemont avaient de l'eau courante chez eux à Port-Louis. Ils étaient de conditions modestes, le père étant un commis à Highland Fraser et la mère une femme au foyer. Le petit Guy était de petite santé, ayant été touché par la grippe espagnole à l'âge de 7 ans. Laquelle grippe se dégénéra en une forme d'asthme chronique. Quoique brillant élève, fréquentant le collège Saint-Joseph et le collège royal, il dut abandonner ses études pour faire bouillir la marmite, ayant perdu son père à l'âge de 16 ans. Ce qui nous renvoie dans l'histoire au triste destin de Rémi Ollier. Lui aussi, il avait perdu son père à l'âge de 16 ans et il se trouvait engagé comme un apprenti bourrelier dans les mêmes circonstances, un siècle auparavant. Que n'a-t-il pas fait comme boulot ce pauvre Guy? Malgré un certificat de Junior Cambridge en poche, il n'eut aucun état d'âme pour travailler comme laboureur, pour travailler comme matelot sur les bateaux de pêche et autres commis dans les îles là-haut pour le compte de la compagnie Raphael Fishing. Pouvait-il s'imaginer que la belle âme qu'il était lui aurait valu d'épouser quelques années plus tard, contre toutes les convenances de l'époque, la fille de l'administrateur des Chagos? Elle s'appelait Elsie Cummins. Lui travaillait dans un hôpital et elle dans un magasin. Et un jour, il avait vaillamment pris sa défense contre un grossier individu qui l'a harcelé dans le bus. Et depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. Lorsqu'en cette soirée du 22 janvier 1940, un Sega dénigrant à l'égard du docteur Maurice Curé avait été diffusé sur les ondes de Radio Maurice, Guy Rosemont fut le seul à avoir le courage d'en défendre la véracité des faits dans un affidavit devant le master de la Cour suprême. Depuis, c'est sans surprise qu'il intégra le Parti travailliste, une formation politique qui militait pour l'amélioration des conditions des travailleurs et leurs droits fondamentaux
dont celui de voter. Il est clair que cela ne servait pas les intérêts des privilégiés qui contrôlaient à la fois l'économie et l'appareil de l'État, même sous un régime colonial. Il y resta loyal et fidèle jusqu'à son dernier souffle, 16 ans plus tard. Il y avait certes des élections en 1886 et un conseil législatif, mais ce ne sont que ceux qui répondaient à des critères très restrictifs tels que être propriétaire de biens fonciers d'une certaine valeur et de pouvoir lire et écrire qui pouvaient s'y souscrire. Aussi, jusqu'en 1948, où l'élimination de l'exigence de la propriété a été implémentée et qu'un simple test d'écriture a remplacé la nécessité de savoir lire et écrire, seuls 2% de la population avait le droit aux urnes. C'est inimaginable de nos jours. Mais nous devons cette avancée démocratique aux tribuns comme Maurice Curé, Emmanuel Anctil, Pandit Sahadeo et Guy Rosemont. 1948 furent d'ailleurs des élections exceptionnelles sous l'égide d'une nouvelle constitution où le nombre d'élus est passé de 10 à 19 et où le nombre d'électeurs a augmenté d'environ 60 000, passant de 11 000 à plus de 70 000. La plupart furent du Parti travailliste et Guy Rosemont, qui en était devenu le président depuis la mort de Emmanuel Anctil en 1941, fut élu en tête de liste à Port-Louis. Toujours très proche des travailleurs, Rosemont, qui était aussi un puissant syndicaliste, proposa une motion au Conseil pour faire de la fête du travail un jour férié, ce qui fut accordé en 1950 par le gouverneur d'alors. Ce fut une reconnaissance éclatante pour les travailleurs du pays qui augurait également des jours meilleurs sur lesquels Rosemont et son équipe allaient plancher. Les propositions et les motions de Guy Rosemont au Parlement, aussi bien que dans les meetings publics, étaient avant-gardistes, désintéressés et éminemment sincères. Il savait de quoi il parlait, étant très proche du peuple. C'était un syndicaliste de terrain qui ne pouvait refuser un pot d'amitié de ceux qu'il protégeait, d'où son penchant pour l'alcool que lui reprochaient ses détracteurs. Rosemont, c'est celui qui ne peut souffrir que la farine augmente de 37% sans que les travailleurs obtiennent une compensation salariale qui leur permette de faire face à cette situation. Il organise alors la résistance qui fait tache d'huile. Rosemont, c'est celui qui demande à ce que les abribus soient installés en ville. Rosemont, c'est celui qui propose d'appliquer une taxe de sortie sur le sucre pour payer les subventions sur les denrées de base. Rosemont, c'est surtout celui qui sera à l'origine de la première conférence constitutionnelle de Londres, visant à reviser davantage notre Constitution en vue d'une participation encore plus étendue de la population aux élections d'une part, et d'autre part, d'une encore plus grande marge de manœuvre dans l'exercice du pouvoir des élus. C'est ainsi que Guy Rosemont fit partie de la délégation à ce premier rendez-vous constitutionnel à Londres en 1955. Souffrant, il passera toutefois le clair de son temps dans un hôpital de la capitale britannique. À son retour au pays, il eut l'occasion de recevoir le parlementaire anglais
Honorable Brockway, virulent protecteur des travailleurs et figure de proue de l'émancipation des peuples colonisés. C'était un signal fort pour la classe des travailleurs, le pouvoir colonial et ses privilégiés. La maladie avait malheureusement progressé pendant les mois qui suivirent. Il fut admis à l'hôpital Victoria en mars 1956. Le 22 mars, il tira sa révérence. Il avait 44 ans et quelques semaines. Le lendemain, sur une population d'un peu plus de 500 000, 50 000 personnes vinrent lui rendre un vibrant hommage. Ils n'avaient pas oublié celui qui leur avait donné à boire quand ils avaient soif. La mort avait toutefois fermé sa fontaine, mais pas le réservoir intarissable de son héritage. Celui-là imprègne notre quotidien sans faire de bruit. Telle cette eau qui s'offre à nous rien qu'en tournant la poignée du robinet. Et pourtant, la vie de Rosemont et cette précieuse eau qui assure la vie mérite bien notre émerveillement de temps en temps. Merci Finlay et bon dimanche à tous.